Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, débrief de l'étape numéro 6 de ce Tour de France. On partait d'Albi pour aller à Blagnac, 122 km. Et au final, on pensait avoir un sprint. Ça, je me disais que ça allait être compliqué pour échapper à un sprint. Et bah non, encore pas de sprint sur ce Tour de France femmes, avec la victoire d'Emma Norsgaard en échappée qui a été la plus forte. Mais derrière, on s'est quand même bien raté. Normalement, on aurait dû avoir un sprint aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Vous avez également TikTok avec le débrief juste après l'arrivée. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Étape 6. Normalement, c'était quand même un parcours qui était bien plus plat que les jours précédents. Donc, je m'attendais à un sprint. Je me disais, bon, surtout qu'hier, on s'est raté. Je me disais, pas 2 jours d'affilée. Pas même 3 jours d'affilée, quasiment. Eh bien, si. Encore pas de sprint. Encore pas de sprint et comment vous dire que là aujourd'hui ça me trouve légèrement le cul qu'on n'ait pas eu un sprint, que ça soit une concurrente dans l'échappée qui s'impose. Normalement c'était l'étape qui était la moins faite pour une échappée. C'était vraiment une étape pour un sprint massif aujourd'hui. Il y avait peu de dénivelé positif. La dernière partie était quand même plutôt rectiligne sur des belles routes. Sauf qu'on a encore trop joué. Alors, je suis désolé, mais il y a certaines équipes qui vont devoir prendre en compte véritablement, qui vont devoir acheter un livre de la tactique en 3 exemplaires, de la tactique pour les nuls, parce que là, quand même, la SD Works qui se met à rouler de manière incompréhensible encore, là aujourd'hui, on devait avoir un sprint. On ne laisse pas partir Emma Norsgaard à 1 minute 30. Sur une étape plate comme ça, tu ne laisseras pas 2 minutes avant Van Aert avec 2 autres mecs. Pourquoi là on a eu cette chose là, c'est-à-dire qu'Emma Norsgaard ou un Christophe Laporte, on l'a laissé partir mais avec une facilité déconcertante. En plus, c'est pas comme s'il y avait des sprinteuses qui n'avaient rien gagné. Donc je trouve ça assez exceptionnel que sur cette étape là on n'ait pas eu de sprint. Voilà, la Lidl Trek, DSM par exemple, UAE se sont plantés aujourd'hui, mais plantés royalement. Emma Norsgaard, elle en a profité, et elle a fait une belle perf, Emma Norsgaard, mais sur une étape aussi courte que ça, il y avait 120 km, ça faisait moins de 3 heures de course à 42 moyenne, sur un parcours qui était quand même très plat. Tu ne pouvais pas te permettre de laisser une Emma Norsgaard à 1,30, il fallait rouler bien avant. On attend les 30 derniers kilomètres pour rouler. Les 30 derniers kilomètres, une fille qui est encore assez fraîche physiquement parce que l'étape a été assez courte, ça donne ça, tout simplement. Aujourd'hui, c'était une étape très sprint en termes de rythme, en termes de stratégie, mais aussi en termes de rythme, du fait que l'étape était très courte en kilométrage. Tu ne peux pas laisser une échappée comme ça si tu veux gagner l'étape. Je trouve ça phénoménal aujourd'hui. Je trouve que du côté des équipes de sprinteuses, on s'est quand même bien planté aujourd'hui, parce que normalement, on n'aurait pas dû avoir ça. On va revenir sur 2 autres choses aujourd'hui, parce qu'il n'y aura pas de bilan des Bleus. J'avais pas grand chose à dire. Alors, Cédric Carbaol, normalement, a toujours le maillot blanc, mais comme le final a été un petit peu chaotique, j'attends de voir au niveau des classements comment ça va être remis. Normalement, la chute était dans les 3 derniers kilomètres, donc voilà, tout le monde est dans le même chrono. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, Cédric Carbaol devrait être est dans le bon temps. Voilà, elle est bien maillot blanc, c'est bien confirmé. Mais on va parler du final. C'est pas normal. Je trouve que ASO, c'est de pire en pire. Mais vraiment, je vais vous le dire, c'est de pire en pire. Même le chat le dit, pour tout vous dire. C'est de pire en pire parce que là, on a un parcours de Tour de France. Le dernier kilomètre, c'est juste pas possible. La manière dont on a sécurisé les ronds-points, déjà, je me suis dit, bizarre quand même, de la manière dont on sécurise les...
c'est pas la manière véritablement habituelle. Je sais pas pourquoi on avait mis autant de bottes de foin sur le niveau des ronds-points. En plus, ça me semblait pas si dangereux que ça à cet endroit-là. Et à 5 bornes de l'arrivée, il y avait un rond-point. C'était une sorte de rond-point un peu cacahuète. On a mis, alors il y avait 150 kilos de foin quoi, qui était à cet endroit-là. Mais par contre, le dernier kilomètre, avoir une chicane, comme on a eu à San Juan, hein, en passant, sur la première étape. Sauf que là, bon, au niveau des organisations, ils ont fait passer au bon endroit. Mais avoir une chicane avec des rails de tram, c'est du grand n'importe quoi au niveau sécurité. Quand j'ai vu ça, alors je l'ai pas vu, je l'ai vu sur le moment parce que je rappelle que sur la carte du Tour de France, c'était pas indiqué qu'il y avait une chicane à cet endroit-là, c'était pas visible du tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est du foutage de gueule. Bah, on est dans quel monde? Même le Giro n'oserait pas faire ça. Même le Giro n'oserait pas le faire. Déjà hier, à 2,5 km de l'arrivée, il y a un passage à niveau. Il faut savoir, on me l'a dit après, que les filles qui se sont retrouvées hors délai, elles ont été bloquées par le passage à niveau. Donc on les a remis ce matin dans le bon temps, mais pendant toute la soirée, elles se sont retrouvées à être hors délai. À cause d'un passage à niveau fermé. Bah oui, en même temps, mettre un passage à niveau à 2,5 km de l'arrivée, quelle bonne idée! C'est vrai qu'on ne pouvait pas éviter le passage à niveau. Et surtout, on n'aurait pas pu avoir un accord avec la SNCF pour éviter d'avoir des trains entre 16h30 et 18h10, grosso modo, 18h15. Alors ça aurait peut-être pu être demandé par Marion Rousse si elle commentait pas le Tour de France et si elle commentait pas le Dauphiné non plus, aux prémices de la course. Mais bon, on a une organisatrice, une directrice de l'organisation du Tour de France qui fait tellement d'activités à côté que tu te demandes si elle organise vraiment le Tour de France, si elle n'est pas juste là en tant que plante verte. Parce que des fois, j'ai vraiment des doutes. Quand tu vois déjà qu'il y a tout le temps Christian Prudhomme sur l'organisation du Tour de France Femmes, tu te dis on ne sait pas trop à quoi ça sert, très clairement Marion Rousse, à part à faire le petit drapeau au départ et sur le podium à l'arrivée, on se demande quand même, parce que là, c'est juste pas possible. Pas possible. Voilà. On est en 2023, c'est pas possible d'avoir une arrivée avec un chemin de tram en plein milieu, avec une chicane. Moi, de toute façon, je me suis dit, quand j'ai vu ça, avec Emma Dorsgaard, je me suis dit, ça passera pas. C'est sûr, ça passera pas. Donc je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, il y en a une qui va se faire une clavicule à Tony Martin ou un truc comme ça. Je me suis dit ça, et à la 10e, c'est pas passé. Les 10 premières sont passées, la 10e c'est pas passé. En plus avec des barrières qui n'étaient pas homologuées, des barrières à l'ancienne, avec le petit pied comme ça. Ce sont bien ces barrières-là. Donc oui, ça a été un carnage, et je m'attendais même à pire. Je m'attendais vraiment à une catastrophe. Je trouve quand même que les filles ont plutôt bien géré la situation. Autant au niveau tactique, il y a eu des soucis, il y a des livres à acheter, autant là, au niveau du final, au niveau technique sur le vélo, parce que là, c'était merdique. Voilà. Mais c'est du même niveau qu'un Dodan dans le dernier kilomètre comme l'année dernière sur le Tour de Burgos. Mais sauf que là, on n'est pas sur le Tour de Burgos, on est sur le Tour de France, bordel. Et on fait ça sur le Tour de France. Je comprends pas. L'organisation d'ASO est catastrophique. Il y a un moment, il faut dire la vérité, là, c'est de pire en pire. Et c'est marrant, c'est qu'il y a des gens qui tombent pas. Comme quoi, il y a des gens qui sont incompétents, mais qui ont toujours des bons postes. Si les gens qui avaient les bons postes étaient les gens les plus compétents, ça se saurait. Je vais revenir sur la pénalité de Vollering, parce qu'on m'a mis un petit commentaire. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'en reparler de cette pénalité de Vollering, parce qu'on m'a dit, est-ce que la pénalité... Alors déjà, on m'a demandé de réagir à la pénalité de Vollering. C'est vrai que je l'ai réagi un petit peu hier, mais rapidement. Et on m'a posé un autre commentaire, on m'a dit, est-ce que c'est pas parce qu'elle fait partie de la SD Works qu'elle a eu cette pénalité? Je vais revenir sur ces deux points-là. Premier point, est-ce que la pénalité de Vollering, elle est justifiée? Moi, je dis oui. Parce que le commissaire lui indique qu'elle ne doit pas rester là. Les commissaires ne sont pas des gens sympathiques. Quand ils te le disent une fois, 2 fois, c'est déjà trop tard. Tu as la pénalité. Quand tu fais ça, que tu suis ton directeur sportif, il ne faut pas qu'il y ait de commissaire autour. Et il ne faut pas qu'il y ait de caméra autour, parce que maintenant, il y a les commissaires vidéo également. Il faut le faire en toute discrétion. Dès que tu as une caméra ou un truc comme ça, c'est mort. Quand tu t'appelles Demi Vollering, que tu viens d'avoir un problème mécanique, tu t'attends bien à ce qu'il y ait un commissaire ou une caméra. Donc tu fais pas ça. Normalement, tu
tu réfléchis un petit peu. C'est là où je dis hier, on a paniqué chez SD Works. Parce que elle avait le temps de revenir, elle n'était pas obligée de faire ça. Sauf qu'elle a un peu paniqué et qu'on a un peu tout fait à l'envers sur l'étape du côté de la pénalité de Vollering. Deuxièmement, sur la pénalité de Vollering, 20 secondes, il y a des filles qui se sont pris pire dans l'histoire. Donc 20 secondes, c'est plutôt pas mal. Pour tout vous dire, même aujourd'hui, il y a une fille qui a pris pire. C'est la Finlandaise qui a été disqualifiée. Lotta Entala de EG Insurance qui a été disqualifiée pour la même raison. Elle a suivi pendant trop longtemps le sillage de sa voiture. Et elle a été disqualifiée. Donc le côté Vollering et SD Works sont défavorisés par les commissaires, non. Même si je dis pas que les commissaires ont parfois des gens dans le pif. Ils ont parfois des gens dans le pif. Mais là, sur la pénalité de Vollering, j'ai déjà vu, si on compare avec le cyclisme masculin, déjà des mecs qui se sont pris des pénalités comme ça de 20-30 secondes. Après que le directeur sportif dise c'est inadmissible et se fasse virer de la course, ça me gêne un peu plus parce que c'est comme les entraîneurs de foot qui peuvent pas critiquer les arbitres. Moi, je trouve ça un peu problématique. Voilà. Je trouve ça un peu problématique qu'on ne puisse pas critiquer l'arbitrage. Il a le droit de dire ça, il a le droit de dire que sa fille, qui considère qu'elle n'a pas été, que Vollering n'a pas été exclue, elle s'est pris 20 secondes et que lui, il trouve que c'est pas honnête et il a le droit de donner son avis aussi. Sauf que comme il donne son avis, on le met quasiment hors course. Alors, il semblerait qu'il ait fait une autre infraction aussi, qu'il a dépassé une coureuse de manière inappropriée. Mais bon, il y a des mecs qui ont bloqué la course sur le dernier Tour de France, des motards, et qui se sont retrouvés qu'un jour exclus, pas jusqu'à la fin de la course exclus. Donc voilà, je trouve que c'est une sanction un peu trop sévère à mon goût sur le cas du directeur sportif de la XD Works qui a été exclu. Quand on dit qu'il y a, la personne qui disait que peut-être on l'a dégagé parce que c'était la XD Works, moi je dis juste qu'elle a même presque eu de la chance parce qu'elle ne se tape que 20 secondes de pénalité. Là encore, Lotta Entala, donc disqualifiée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez sur Paris-Roubaix, donc la deuxième édition de Paris-Roubaix, je ne sais plus c'était laquelle des deux, si c'était Balsamo, c'était Balsamo qui avait été mis hors course parce que c'est Longo Borghini qui gagne. C'est Balsamo qui est mise hors course aussi, pour la même raison. Donc voilà, je trouve que au niveau de la sanction, allez, 20 secondes, c'est pas catastrophique, 20 secondes. C'est sûr que c'est dommage de se prendre une sanction, mais encore une fois, c'est une erreur de leur part à la SD Works d'avoir paniqué à ce moment-là, d'avoir fait ça alors qu'il n'y avait pas besoin. Donc pour moi c'est une erreur. Bon, voilà, elle prend 20 secondes, encore une fois. C'est toujours la règle du pas vu, pas pris. Mais bon, quand tu t'appelles Demi Vollering, tu sais que tu as de grandes chances d'être vu quand même dans ce genre de situation-là. Donc on parle pas de Camille Failly de Saint-Michel Mavic Aubert 93, qui elle peut peut-être plus le faire parce qu'elle sera moins regardée. Mais elle va pas pouvoir le faire non plus pendant 4-5 minutes, parce que sinon elle se retrouve dans la même situation que Lotta Entala. Donc voilà, c'est juste que il fallait être un peu plus maligne, je pense, aujourd'hui. Note de l'étape, pardon, j'ai mis 8 sur 20 parce que le final ne permettait pas d'avoir un sprint, tout simplement. Donc ça m'énerve. Et sinon j'aurais mis un 11 ou un 12, mais le final vraiment ça m'a mis en colère. Donc pour ça que je mets 8 sur 20, parce que pour moi on ne pouvait pas faire un sprint dans ces conditions-là. On sait très bien que les rails de tram c'est hyper glissant. Surtout quand il fait chaud en plus, parce que ça a tendance à un peu se dilater, et le métal se dilate un peu avec la chaleur, donc parfois c'est encore plus glissant. C'est pas comme si en plus on avait mis des trucs antidérapants à Puy-Marie, pas à Puy-Marie, au Puy-de-Dôme. Mais encore au Puy-de-Dôme, déjà on avait mis des trucs antidérapants, mais en plus c'était en montée. C'était pas une chicane en plus, c'était une courbe, enfin c'était une chicane, mais c'était beaucoup plus en courbe, c'était en montée, les mecs passaient moins vite. Là on est sur un sprint. En plus c'est pas comme si Marion Rousse, elle avait pas emmené des sprints, parce que je crois qu'à la Lotto, elle en a emmené dans sa carrière un peu des sprints. Donc
Je trouve ça inadmissible de la part de l'organisation. Donc pas de bilan des Bleus, on passe aux coureuses au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureuses au top, je commence avec Emma Norsgaard. C'est une belle victoire. C'est une belle victoire pour Emma Norsgaard. C'est une belle victoire parce que c'est une fille qui se sacrifie souvent pour ses leaders. Parce que chez Movistar, la priorité c'est la montagne. Hein. Ça a rarement été les sprints dans l'histoire de cette équipe. Et que Emma Norsgaard, elle est obligée. C'est une équipière qui bosse vraiment dans l'ombre. Parce que c'est pas la meilleure grimpeuse de l'équipe. Donc elle fait souvent un travail sur le plat pour protéger Van Vleuten. Elle ramasse aussi pas mal les bidons pour ses leaders. Donc c'est vraiment un travail de l'ombre. Et on l'avait vu sur la Vuelta déjà, elle avait fait un bon résultat. J'avais dit c'est pas mal. Et là aujourd'hui, elle a saisi sa chance. Enfin, en même temps, on te laisse 1 minute 30. Donc après, tu gères ton effort. Je rappelle que, outre le fait que ça soit une très bonne sprinteuse, c'est aussi une très bonne rouleuse, Emma Norsgaard. Donc à ce moment-là, je ne comprends absolument... C'est un peu un profil à Christophe Laporte, si vous voulez comparer avec les garçons. Donc je ne comprends absolument pas comment on a pu la laisser prendre 1 minute 30. Mais à partir du moment où tu prends 1 minute 30, tu fais le job. Et puis, j'ai envie de dire, elle a fait le job sans se mettre à dos le reste de l'échappée. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se mettre à dos le reste de l'échappée, mais elle a été suffisamment intelligente pour faire un petit effort à 5 bandes de l'arrivée quand il y avait la petite bosse pour lâcher la coureuse de Serratisi, parce qu'à 3, ça aurait peut-être été plus compliqué de garder la cohésion du groupe. Et puis après, elle a eu de la chance d'avoir une autre coureuse intelligente avec elle. Mais elle a saisi sa chance, et puis après, à 500 mètres, quand elle est au sprint, elle le lance vraiment au bon endroit. Si elle le lance 100 mètres plus tard, peut-être qu'elle est reprise, mais elle le lance au bon endroit, elle garde beaucoup de vitesse. Voilà, c'est une belle victoire pour Emma Norsgaard, c'est une belle victoire pour la Movistar aussi. Mais pour la Danoise, parce qu'encore une fois, c'est une fille qui est souvent une fille de l'ombre. Et c'est une fille qui a rarement, qui n'a pas toujours sa chance. Donc c'est vrai que c'est là où je suis heureux pour elle, parce que cette année, on lui donne un peu plus les clés du camion, et ça se passe bien. Donc voilà, très content pour Emma Norsgaard et pour cette victoire de la concurrente danoise. Je continue avec sa collègue Agnieszka Salniak-Sojka, fille qui avait déjà 18 victoires dans sa carrière. Comment, là aussi, on peut laisser une fille qui a 18 victoires dans sa carrière avec 1 minute 30 d'avance, surtout quand elle fait partie de l'équipe Canos Ram, qui hier était l'équipe de Bauern Fine. Mais là aussi, elle a saisi sa chance et puis elle a été intelligente pour se dire je collabore jusqu'au bout. Et puis après, on verra ce que ça va donner, mais je collabore jusqu'au bout avec Norsgaard parce que de toute manière, on n'a pas suffisamment d'avance pour se regarder. Et c'est là aussi où tu vois que c'est une fille qui a un petit peu d'expérience, qui a été suffisamment intelligente pour faire ça. Bravo aussi pour la concurrente polonaise, parce qu'il fallait avoir la grinta à ce moment-là de le faire. Il fallait être vraiment suffisamment intelligente. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Salniak. Elle a roulé, elle s'est accrochée parce que vraiment elle s'est fait mal. Hein. Quand Norsgaard elle accélère dans la petite bosse, elle s'est vraiment accrochée, mais elle a fait le job et ça me rappelle un peu Asgreen avec Campenard, c'est cette échappée sur le dernier Tour de France homme où ça a aussi extrêmement bien collaboré jusque dans le final. C'est ce qui a permis à Kasper Asgreen de s'imposer ce jour-là. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que Norsgaard, s'il n'y avait pas eu Agnieszka Salniak-Sojka, elle ne gagnait pas aujourd'hui seule. Mais comme elle a été aidée dans le final par la Polonaise, je pense qu'elle peut lui dire vraiment merci parce que la Polonaise a fait un bon boulot pour l'aider. Et en plus, elle prend quand même la 10e place. Alors oui, c'est pas la victoire, mais elle prend quand même la 10e place. C'est 6 points UCI. En plus, Soraya Paladin prend la 5e place de l'étape aussi. Donc c'est quand même pas mal pour cette formation. Même si, oui, bien entendu, elle voulait aller chercher la victoire. Mais là, aujourd'hui, Norsgaard était plus forte, tout simplement, sur cette journée. Je continue avec Charlotte Cole. Alors, c'est compliqué parce que certains diront oui, mais Charlotte Cole, elle n'a pas non plus gagné l'étape aujourd'hui. Et elle n'a pas gagné d'étape sur ce Tour de France et c'était l'objectif de la néerlandaise.
C'est vrai qu'on est d'accord là-dessus, c'était l'objectif de la néerlandaise. Mais elle a quand même réussi à se remobiliser après un sprint qui avait été très compliqué, où à prendre la 7e place, elle est complètement enfermée dans tous les sens. Elle n'a pas hésité non plus à faire rouler quand même des équipières, même si ça n'a pas marché comme elle le souhaitait. Et puis elle bat quand même Vollering, Marianne Vos et Paladine. C'est-à-dire que c'est quand même un très bon sprint de la part de cette concurrente qui a vraiment fait le job. Aujourd'hui, Charlotte Cole, donc elle peut être fière d'elle. Alors oui, elle aurait préféré la victoire. Bon, c'était compliqué, mais il aurait fallu aussi que d'autres équipes peut-être collaborent un peu plus. Peut-être UAE sera peut-être un peu plus déçu. Peut-être que la SD Works sera déçue s'ils avaient un peu mieux travaillé. Mais Charlotte Cole, elle ne peut pas avoir de regrets. Je pense que la DSM a roulé suffisamment correctement. Après, elles sont tombées sur une fille qui était quand même très forte aujourd'hui. Mais bon, voilà, Charlotte Cole, elle montre qu'elle avait quand même les jambes pour aller remporter une grosse étape. Bon, voilà, dommage que ça n'ait pas fonctionné comme elle le souhaitait. Mais Charlotte Cole, il y a quand même les championnats du monde. Ça va être sacrément costaud parce que du côté des Pays-Bas, je ne sais pas quelle est la sélection, mais avec Vibes, Cole, Marianne Vos, Vollering, Vollering, pardon, pas Kopecky. Il y a quand même une sacrée équipe avec ce parcours du côté de l'Écosse. Donc ça va être très intéressant parce que Vibes, c'est peut-être une chouille dure pour elle, sachant qu'il y a beaucoup de relances. Je rappelle que la particularité de ce circuit, comme l'a dit Thomas Voeckler, c'est 48 virages. Donc c'est un nombre, ça va faire 500 virages dans la journée. Voilà, donc 500 relances, parce qu'on est sur des virages à angle droit. Ça va ressembler un petit peu au championnat du monde en Belgique. Mais encore pire. Pour ceux qui se souviennent du parcours des championnats d'Europe, ça avait été très dur pour les Néerlandaises en plus cette année-là. Va falloir voir comment on va gérer la hiérarchie, parce que ça va pas être facile dans cette formation néerlandaise avec toutes ses concurrentes. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec la SD Works. On peut se faire avoir une fois. On ne peut pas se faire avoir 2 fois quand même. 2 fois d'affilée. Où on court mal. Très mal. Hier, c'était complètement désorganisé. C'était le bordel. On passe complètement à côté d'un bon résultat. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé chez SD Works, mais ils se décident à rouler à 5 bornes de l'arrivée, 6 bornes de l'arrivée. Alors qu'il y avait 50 secondes et qu'on n'arrivait pas à revenir. On le voyait depuis 3-4 km, l'écart s'était stabilisé, qu'on n'arriverait pas à revenir facilement sur les filles de devant. Il fallait mettre plus de monde et surtout, j'ai pas compris pourquoi la fille de la XD Works qui roule, alors je sais plus c'est laquelle qui roule à 5 bornes de l'arrivée, elle a fait un relais, un peu à la Lilian Calmejane sur l'étape du vendredi sur le Tour de France, du dernier vendredi, où elle roule vraiment très fort, mais pendant 20 secondes. Je sais même pas si elle a tenu 20 secondes. Ce qui a complètement désorganisé la DSM, la Lidl Trek, ça a complètement désorganisé. Et peut-être que la seconde, 2 secondes qui reste à Emma Norsgaard à l'arrivée, c'est parce qu'à ce moment-là, la SD Works a complètement désorganisé le peloton. Ensuite, il faudra quand même revoir, parce que Lotte Kopecky, je trouve, donne un gros coup d'épaule à Charlotte Cole. Ça a fait une vague, alors il faudra quand même revoir ça à la vidéo. C'était au moins à 3-4 km de l'arrivée. Mais il y a un mouvement viril. On verra si les commissaires décident que c'est viril et correct. Il y avait un bon petit coup d'épaule, on va dire, ce qui a bien fait décaler Charlotte Cole de la part de Kopecky. Mais on se souvient que Kopecky vient du cyclisme sur piste, donc les coups d'épaule dans le cyclisme sur piste, ça arrive quand même assez régulièrement. Qu'on sorte les coudes et... Enfin, voilà, c'est des sprints musclés sur le sprint sur piste. Mais c'est vrai que la XD Works c'est complètement planté encore. Ça fait plusieurs jours d'affilée et il va pas falloir se planter demain, surtout. Parce que là, ça aurait plus de conséquences. Mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, c'est bien d'avoir un gros budget, c'est bien d'avoir les meilleures coureuses du monde, c'est bien aussi d'avoir une bonne stratégie. Et là, la SD Works, la stratégie, il ne l'avait pas aujourd'hui. Et déjà, la veille, il ne l'avait pas.
Donc c'est un petit peu dommageable pour cette formation. Parce que si tu voulais pas rouler, il fallait mettre une fille dans l'échappée. Dans ce cas-là. Il fallait mettre une des équipières dans l'échappée. Ou sinon, tu roulais. Il fallait rouler. Il fallait pas attendre 10 bornes de l'arrivée pour rouler. Il fallait rouler à 25-30 km de l'arrivée. En plus, ça aurait peut-être donné l'envie à d'autres équipes de rouler et ça aurait été un peu plus facile. Parce que c'est sûr qu'il y a certaines équipes qui se sont dit est-ce qu'on roule ? Le problème, c'est qu'on va emmener Kopecky et Charlotte Cole. Alors, est-ce qu'on les emmène sur un plateau et si du côté des SD Works on avait roulé, peut-être qu'on serait dit ils roulent quand même, alors on va s'y mettre parce que c'est vrai que sinon on peut pas avoir un autre sprint. Puis peut-être que les équipières vont se fatiguer et qu'après elle va se retrouver un peu seule, donc on va peut-être pouvoir la battre. Mais si tu sais que elle va avoir son équipe au complet et ça donne pas envie de rouler tout simplement. Donc voilà, on a un peu raté ça du côté de la SD Works. Autre flop du jour, Marianne Vos. Alors elle prend la 4e place, vous allez me dire je suis sévère, mais c'est le poids des ans commence à faire son effet sur Marianne Vos. Alors ça a mis du temps, je vous le cache pas qu'il a fallu attendre 20 saisons chez les élites pour voir ça, mais là on voit un peu moins de 20 saisons quand même. Mais là c'est vrai qu'on commence à voir les limites un peu de Marianne Vos qui... on a vu sur le Giro, sur ce Tour de France, que sur les sprints massifs, elle n'est plus aussi fantastique qu'avant, où elle avait une petite marge de sécurité par rapport à ses adversaires. C'est moins le cas. Voilà, c'est un Tour de France qui a été plus compliqué. C'est une année qui a été plus compliquée pour Marianne Vos, tout simplement. Parce que la Vuelta, ça a bien réussi, mais on va dire à part la Vuelta, il n'y a pas eu grand-chose de trop à se mettre sous la dent. Après, c'est normal, ça fait depuis 2006 qu'elle est dans les pelotons, on va dire, professionnels du cyclisme féminin. Ça reste une superbe championne et un superbe porte-étendard du cyclisme féminin dans le monde. Mais au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. Le souci, c'est que chez Jumbo, il y a Réjeanne Marcus et Réjeanne Marcus, quoi. Il n'y a pas grand monde d'autres vraiment de très performants chez Jumbo-Visma. Et c'est là où il va y avoir un problème dans les années à venir, parce que quand Marianne Vos va s'arrêter, alors déjà je sais pas en plus parce qu'il doit y avoir un changement de sponsor, comment ça va se passer avec la structure masculine, parce que si c'est comme ce qu'on disait des mecs d'Arabie Saoudite qui rachètent la structure Jumbo-Visma, je sais pas s'ils vont vouloir vraiment de la structure cyclisme féminin, parce que comment te dire que l'Arabie Saoudite et les droits des femmes, c'est pas le lieu où c'est le top. Alors après, vous avez bien UAE qui a une équipe féminine, mais on verra si ça sera le cas pour... si c'est ce sponsor-là qui se met en place pour reprendre la structure de la Jumbo-Visma. Mais oui, du côté de Marianne Vos, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Et puis je vais finir avec EF. Alors déjà, parce que comme ça me permet de faire une petite transition sur la vidéo de demain, parce que j'avais mis Veronica Evers favorite, grosse cote demain. Autant vous dire que là, c'est même plus une grosse cote, c'est une très grosse cote avec son abandon. Avec pas son abandon, mais sa 135e place. Et vu sa chute, on va voir si ça va repartir demain. Elle a fini avec Magdalene Valdière. Donc ça a été très compliqué pour la concurrente américaine. Mais j'étais en train de réfléchir que ça n'a pas été un tour fantastique du côté de F. Ils s'en sont bien sortis sur le Giro. Là, sur ce Tour de France, ça a été plus compliqué. C'est quand même une équipe qui progresse un peu dans la hiérarchie mondiale, parce qu'à une époque, EF, c'était vraiment le niveau zéro du cyclisme, presque. On se demande, ils étaient voir le Tour parce qu'ils avaient de l'argent, mais à part ça, c'était pas impressionnant, on va dire, en termes de résultats. Ils ont gagné Paris-Roubaix cette année, ils ont fait un bon Giro avec Evers qui a fini top 4 ou top 5 du général. Mais là, c'est vrai que sur ce Tour de France, ça a été plus compliqué. Il n'y a pas eu de grands résultats jusqu'à maintenant. Elles ont raté les échappées aussi, qui étaient importantes. Donc, surtout les 2 derniers jours. Donc, on va voir maintenant ce que ça va donner sur cette étape de demain. Mais ça risque d'être compliqué, donc c'est dommage pour EF, parce qu'on aurait pu s'attendre un petit peu mieux. Alors l'année prochaine, c'est vraiment le sponsor américain, et on va dire une partie de la structure
de l'équipe homme qui va également prendre en charge l'équipe féminine. Donc il va peut-être y avoir des petits changements qui permettra encore à cette équipe de passer un cap. Bon, nous on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape du Tourmalet. Je ne sais pas encore s'il n'y aura qu'une vidéo pour les 2 dernières étapes ou 2 vidéos de débrief, parce que demain les horaires sont un petit peu atypiques sur l'étape du Tourmalet. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!